Amazon, ils ont annoncé qu'on va travailler sur l'ordinateur quantique. Ils ont recruté plein de chercheurs, donc vraiment des grosses stars aux États-Unis, genre 50 chercheurs hyper connus. Ils les ont fait travailler pendant 1 an pour savoir quelle est la bonne voie pour construire un ordinateur quantique. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire comme Alice et Bob. Amazon, une des plus grosses entreprises de la planète, des dizaines de milliards de dollars de budget en recherche et développement, et ils prennent l'exact même chemin qu'une boîte française de 200 personnes vers l'ordinateur quantique. Alice et Bob. Et si Amazon s'intéresse à eux, c'est parce qu'ils ont développé un composant, la brique de base de leur futur ordinateur quantique, qui résiste à une erreur pendant près d'1 heure alors que les meilleures puces de Google tiennent seulement quelques dizaines de millisecondes. On parle pas d'une petite amélioration, on parle de plusieurs milliers de fois mieux. Et cette boîte, elle a levé plus de 130 millions d'euros. Alors c'est beaucoup, mais c'est dérisoire par rapport aux géants américains en face. Et la bataille, elle est loin d'être gagnée. Parce que battre un record en labo, c'est pas du tout la même chose que construire une machine qui marche. Et un ordinateur quantique qui tourne, Google en a un, Amazon en a un aussi, mais Alice et Bob pas encore. Alors est-ce qu'on est face à une boîte de plus financée par l'argent du contribuable qui finira oublié, ou est-ce qu'on est en train de regarder naître un futur champion industriel français, une boîte qui pourrait changer l'informatique mondiale? Toute cette histoire, elle commence avec une personne, Théo Perronin. Polytechnicien, docteur en physique quantique à l'ENS Lyon. Dès la fin de sa thèse, lui, il sait un truc. Il veut pas être uniquement un chercheur. Ce qu'il veut, c'est avant tout créer, appliquer sa recherche à des innovations bien concrètes. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas une fin en soi. Et ça ne l'est toujours pas. C'était avant tout un outil pour répondre à une frustration. Celle de voir dans nos laboratoires, on ne s'armait pas forcément des mêmes outils que nos, compétiteurs anglo-saxons, et qu'on avait certaines frustrations. On ne peut pas recruter qui on veut, on n'a pas forcément accès à tous les capitaux ou les moyens dont on pourrait avoir besoin. En 2019, il va se présenter au concours iPhD, un prix d'innovation Deep Tech de BPI France, et il va remporter le grand prix. Et dans son dossier, il dit « Je me suis lancé dans cette aventure pour pouvoir dire à mes futurs enfants, j'en étais, on a joué la course au coude à coude avec Google et IBM. » Et en 2019, il a rien, il a pas de boîte, pas d'équipe ou quoi, c'est juste une thèse et une conviction. Sauf qu'une conviction, ça suffit pas, il lui faut un autre truc, il lui faut une innovation. Et elle va venir d'un autre gars, Raphaël Lescane. Il a fait l'ENS Paris et a un doctorat en physique quantique. Et ce qui le distingue, c'est que sa thèse, c'est pas juste un résultat parmi d'autres. C'est réellement un papier fondateur. En 2020, Nature Physics publie ses travaux. Et Nature, c'est une des revues les plus sélectives, les plus prestigieuses du monde. Et ce qu'il démontre, personne l'avait prouvé avant lui. On peut créer un composant quantique qui corrige une de ses erreurs toute seule par le design du matériel lui-même. Ce qui est formidable avec Raphaël, c'est qu'on a vraiment 2 personnalités très complémentaires. Moi, j'avais une appétence certaine pour, la partie entreprise, toute la médiation qui va avec et les différents exercices comme la levée de fonds. Là où mon associé, lui, est vraiment extrêmement brillant techniquement et préfère se concentrer sur la techno, sur notre cœur de métier. Mais il faut comprendre d'où vient cette idée parce qu'elle tombe pas du ciel. Au-dessus d'eux, il y a une figure, presque le mythe fondateur du sujet. Michel Dévoré, physicien français et professeur à Yale. Un des plus grands noms de la physique quantique mondiale. Et c'est lui qui, dès 2013, avec Miraimi et Lectas, théorise le concept sur lequel tout va reposer, le 4 qubit. Donc quand les 2 fondateurs créent Alice et Bob en février 2020, c'est pas 2 mecs classiques de la Startup Nation. Quelque part, c'est plus l'incarnation entrepreneuriale de tout cet écosystème de recherche quantique française concentré dans une start-up. Mais le problème, c'est qu'avoir des chercheurs tout aussi brillants soient-ils, ça suffit pas. Si t'arrives pas à prouver que ton truc il marche mieux que ce que font Google ou IBM. Et concrètement, ça consiste en quoi leur innovation? Et surtout, est-ce que c'est vraiment si révolutionnaire que ça? Le premier truc qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le calcul quantique, c'est difficile. Votre ordinateur, votre téléphone, ça fonctionne avec des bits, des 0 et des 1. Un bit, c'est soit 0, soit 1, mais ça peut pas être les deux en même temps. Un qubit, ce qu'utilise un ordinateur quantique, c'est différent. Un qubit, il peut être 0 et 1 en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition. Le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années ou même des milliards d'années sur des ordinateurs classiques. Et pour comprendre pourquoi, il faut s'imaginer un labyrinthe.
Un ordinateur quantique, il peut tester tous les chemins en même temps. Un ordinateur classique, lui, il teste chaque chemin un par un. La physique quantique, c'est très fragile. Dans votre ordinateur que vous avez chez vous, par exemple, s'il monte de 20 degrés, ça va rien changer. Un ordinateur quantique, si ça monte de 1 degré, tout est cassé, tu vois. Et le vrai problème du quantique, c'est pas fabriquer des qubits. Ça, en vrai, tout le monde sait plus ou moins le faire. Le vrai problème, c'est les empêcher d'avoir des erreurs. Ces erreurs, il en existe 2 types. Le bit flip et le face flip. En fait, un qubit, son état, on peut le représenter comme une flèche qui pointe sur une sphère. Donc tu vois, si elle pointe vers le nord, c'est 0. Si elle pointe vers le sud, c'est 1. Si elle est sur l'équateur, c'est qu'elle est en superposition de 0 et 1, passer du pôle nord au pôle sud. Donc la première, on appelle ça un bit flip. Ok. Mais après, tu peux aussi être sur l'équateur et drifter le long de l'équateur. Tu vas passer de l'Afrique aux Amériques. Donc cette deuxième erreur où tu driftes le long de l'équateur, on appelle ça un face flip. Et là, la solution de Google ou d'IBM, c'est la force brute. Empiler le plus de qubits, des milliers de qubits physiques, pour surveiller et corriger un seul qubit utile. Google, par exemple, pour obtenir un seul qubit fiable, donc qui n'aura pas d'erreur, il lui faut des centaines de qubits physiques. Et les projections pour une machine qui pourrait être réellement utile, c'est des millions de qubits. Donc ça, c'est une course à l'armement. Celui qui a le plus gros budget, la plus grosse usine, c'est celui qui va gagner. Et dans cette course-là, notre petite start-up française, elle pourra jamais gagner. Mais elle peut jouer un autre jeu. Et c'est exactement ce que fait le cat qubit, le qubit chat de Schrödinger. Cette expérience de pensée où un chat est à la fois vivant et mort tant qu'on n'a pas ouvert la boîte dans laquelle il se trouve. L'idée, c'est de concevoir un composant de façon à ce qu'un des 2 types d'erreurs, le bit flip, devienne physiquement quasiment impossible par le design du matériel lui-même. Et pour comprendre comment, il y a une analogie assez parlante. Leur composant, il fonctionne un peu comme un pendule. Il oscille, dans un sens c'est 0, dans l'autre sens c'est 1. Je viens donner des coups dans le pendule. Ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système. Okay. Je sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise, il revient tout seul. Ouais. Tu vois ? Il passe pas dans l'autre état, il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations. Ok. Donc ça en fait un bon candidat pour être un bit. Tu peux le pousser, le secouer, le perturber, il va revenir. Il change pas d'état par le design lui-même, le bit flip devient impossible. Mais ça supprime pas toutes les erreurs. Le face flip, lui, il reste. Sauf que maintenant, il n'y a plus qu'un seul problème à régler. Et ça change quand même pas mal de choses. Parce que là où Google empile des milliers de qubits pour corriger 2 types d'erreurs en même temps, Alice et Bob n'a besoin que d'un mécanisme pour corriger le seul type restant. Et leur but, c'est construire une machine fonctionnelle avec 200 fois moins de qubits que les approches classiques. Alors si ça marche, c'est un vrai changement de paradigme. Mais bon, c'est beau sur le papier, mais est-ce que ça fonctionne ? Pour prouver leur démarche, ils se lancent dans une course avec un seul critère, combien de temps leurs 4 qubits résistent au bit flip sans se tromper. Ça serait la preuve directe que leur pari fonctionne, et plus il tient longtemps, plus l'approche elle est validée. Début 2020, les premières versions tiennent quelques fractions de seconde. C'est un début, mais on est très très loin de faire de l'ombre au gros labo. En 2024, ils sortent la puce Boson 3 qui tient 10 secondes, accompagnée d'une publication dans Nature. La puce suivante tient 7 minutes et en septembre 2025, leur dernière puce tient plusieurs dizaines de minutes. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, les meilleurs qubits de Google ou IBM aujourd'hui, ils tiennent 25 millisecondes quand Alice et Bob tiennent plus d'1 heure. On parle pas d'un petit peu mieux, on parle de dizaines de milliers de fois mieux. Et vous vous rappelez le début de la vidéo quand Amazon a voulu s'intéresser au quantique. En février 2025, Amazon dévoile sa première puce nommée Oslo. Et la techno choisie par Amazon, c'est bien le 4 qubits. Le pari fait par Alice et Bob 5 ans plus tôt. Le plus gros fournisseur de cloud de la planète valide publiquement les travaux d'une entre guillemets petite start-up française. Mais c'est une arme à double tranchant, parce que oui, c'est une chouette validation. En fait, ça fait énormément de pub pour la technologie d'Alice et Bob, et même en termes de validation, tu vois. C'est une très bonne chose en réalité. Quand notre CEO il va, tu vas présenter à des investisseurs et que tu dis, bah il y a Amazon qui a validé notre technologie et qui fait pareil, tu vois, c'est ça met un peu en confiance quand même. Sauf que maintenant, il se retrouve face à un concurrent qui a les moyens de tout écraser. Des milliards de budget, des milliers d'ingénieurs et surtout des salaires beaucoup plus élevés. À ce stade, Alice et Bob de l'extérieur, ça marche bien. Ça marche même très bien.
Ils battent des records, on s'inspire de leur techno, ils sont poussés à fond par l'État et ils rentrent au Next 40. Et en octobre 2025, Michel Devoré, celui qui a théorisé le 4 qubits dès 2013, le parrain scientifique de toute cette histoire, reçoit même le prix Nobel de physique. Le gars qui a inventé la théorie sur laquelle repose toute la boîte vient d'être reconnu par le prix le plus prestigieux de la science. Donc l'histoire, elle part quand même plutôt bien. Mais quand on creuse, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Parce que je vous l'ai déjà dit, le 4 qubits, ça supprime un des deux types d'erreurs, le bit flip. Et donc il reste le face flip à corriger. Et c'est ça le problème. Ils ont prouvé de façon spectaculaire que leurs composants résistent au bit flip, mais sur la deuxième erreur et surtout sur la démonstration d'un qubit logique complet, c'est-à-dire un composant qui corrige toutes les erreurs et qui peut vraiment calculer, ça, ils l'ont pas encore fait. Sauf que leurs concurrents directs, ils ont déjà de l'avance. Google l'a fait en décembre 2024 avec leur puce Willow, un vrai qubit logique qui fonctionne, et ils sont les premiers au monde à franchir ce seuil. Amazon l'a fait en février 2025 avec leur puce Oslo, et Alice et Bob, pas encore. Ils gagnent sur la moitié du problème, la moitié qu'ils ont choisie, mais l'autre moitié, celle qui transforme un composant de recherche en ordinateur, tout reste encore à prouver. Alors qui a raison? C'est quoi la bonne approche? Personne le sait, et d'ailleurs moi je le sais encore moins que tous ces chercheurs brillants. Et la question en fait c'est plus forcément est-ce que la techno elle est bonne. La question ça va être beaucoup plus est-ce qu'ils peuvent tenir assez longtemps pour prouver qu'elle est bonne. L'État français mise énormément sur Alice et Bob. Il y a le programme militaire Proxima, plus de 500 millions d'euros sur 10 ans pour développer un ordinateur quantique français. France 2030 avec un calculateur quantique qui sera installé au CEA, le centre de recherche du nucléaire à l'horizon 2027. Alice et Bob, ils sont au cœur de la stratégie nationale quantique française. Et ça, sur le papier, c'est une chance énorme. L'État, il te finance, l'État, il te protège et l'État, il peut te donner des contrats. Mais le problème, et je cite le CEO, c'est que la souveraineté, c'est mauvais pour les sorties. Ça veut dire qu'ils sont classés technologie critique. Si demain un géant américain voulait les racheter, ça serait probablement bloqué par l'État. Donc ils peuvent pas se faire racheter, mais ils sont trop petits pour rentrer en bourse et chercher du financement. Et il n'y a pas assez de capital européen pour lever au même rythme que leurs concurrents américains. Ils sont coincés. Trop importants pour être vendus, avec en face des concurrents qui ont accès à des réservoirs de cash qu'ils auront jamais. Et donc finalement, le problème d'Alice et Bob, il n'est pas technique. C'est pas est-ce que la techno du 4 qubits c'est la bonne. C'est qu'ils pourraient avoir raison, surtout en fait sur la physique, sur le fait qu'on peut construire un ordi quantique avec 200 fois moins de composants et quand même se faire rattraper. Pas parce que l'idée elle est mauvaise fondamentalement et même pas parce que les concurrents ils sont meilleurs, mais simplement parce que les règles du jeu elles sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Alors déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une entreprise ou si vous travaillez dans une boîte qui a envie de développer une chaîne YouTube, ça m'intéresse de voir si je peux vous aider. Pour l'instant, j'ai rien à vendre, mais n'hésitez pas à prendre contact, je vous laisse un petit formulaire dans la description. Et sinon, si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit.